Ok, eh bien, coucou Pascal. Est-ce que tu pourrais te présenter tranquillement au micro? Me présenter. Je m'appelle Pascal Nollet, j'ai 59 ans. Je suis marchand d'art, euh, musicien. J'écris un peu. Et en fait, j'essaye de faire ce qui m'amuse et ce qui me passionne. C'est-à-dire, en fait, beaucoup de choses. Euh, En ce moment, je suis à Paris, je vis à Paris. Et j'héberge un très bon copain d'Alex qui est en train de me poser plein de questions. Voilà. Merci. Et comme première question après cette présentation succincte, dont je te remercie, si tu étais une œuvre d'art, laquelle ce serait et pourquoi? Une question un peu difficile, hein. Alors, si j'étais une œuvre d'art, je répondrais un peu comme Dali, c'est-à-dire je serais un miroir. Et en fait, euh, je réfléchirais tout ce que les gens ont envie de voir ou n'ont pas envie de voir. Mais en tout cas, ça permettrait de se poser beaucoup de questions. Et c'est en fait le but d'une œuvre d'art, c'est que les gens se posent des questions en regardant ce qu'ils voient. Voilà. Yeah. Et comment t'en es arrivé à t'intéresser à l'art et à voir ouais, comment c'est arrivé dans ta vie en fait? Tout d'abord parce que j'aime bien les belles choses. Et en fait, ça aide pour aimer l'art. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui aimaient ça et qui m'ont appris beaucoup de choses là-dedans. Et après, c'est devenu une passion lorsque j'ai commencé à travailler au Japon en tant que marchand d'art et je me suis intéressé aux artistes que je vendais, sachant que au départ, je n'y connaissais pas grand-chose, mais j'ai appris en travaillant et non pas avant et ensuite travailler après. J'ai toujours, de toute façon, dans tout ce que j'ai fait, j'ai essayé d'apprendre en même temps de ce que je faisais. Voilà. Donc, j'ai eu des passions après pour certains artistes plus que d'autres, dont Modigliani, dont Bacon, dont d'autres artistes. Mais le beau m'a toujours interpellé, mais pas seulement le beau esthétique. Il y a différentes choses et différentes sortes de beau, et on y reviendra peut-être après. Voilà. Et cette aventure au Japon, quoi, où tu étais marchand d'art, du coup, est-ce que tu avais été marchand d'art avant? Et comment tu t'es retrouvé, en fait, au Japon à faire ça? Je me suis retrouvé au Japon marchand d'art par deux accidents. Le premier, c'était un bel accident, c'était que j'étais tombé amoureux d'une japonaise. Et le deuxième accident était un peu plus triste puisque j'avais fait faillite en France et j'avais plus d'activité, je savais pas quoi faire un peu, j'étais un peu perdu. Et donc, on m'a proposé d'aller au Japon pour commencer à faire une activité différente, c'est-à-dire acheter des œuvres d'art que les Japonais avaient achetées pendant l'ère faste des années 80 et qui, après la crise, se sont trouvés à devoir vendre ses œuvres, et surtout les banques. Donc, petit à petit, j'ai revendu des tableaux qui étaient au Japon en Europe. J'ai fait le sens inverse. Ok. Voilà. Wow. Ce qui m'a permis de rencontrer des professionnels, des gens intéressants, des experts, des marchands et d'autres personnes qui m'ont donné la passion de l'art, dont un professeur qui était professeur à l'école du Louvre, qui m'a enseigné quasiment tout ce que je sais sur le 16e, 17e, 18e Renaissance italienne et française. Voilà. Ok. Ouais. Et est-ce que par rapport à cette première question-là que tu m'as partagée, vraiment comment tu as été initié dans l'art, quoi, et en fait par le beau, est-ce que t'as en souvenir, en mémoire, la première fois où vraiment une œuvre t'a marqué, quoi, un choc esthétique ou vraiment un mémoire particulier? Le premier choc esthétique que j'ai eu, c'était à une exposition de Bacon. Si je me souviens bien, c'était à Beaubourg il y a plus de 30 ans. Et tout de suite après, une autre exposition des papes de Bacon dans le 7e à la Fondation Dina Verny.
Et là, j'ai eu un choc parce que j'ai vu qu'en fait, tout le monde disait autour de moi que c'était laid, que c'était choquant. Et en fait, moi, je trouvais ça beau parce que la personne, on rentrait dans sa folie et le fait de rentrer dedans le faisait réhumaniser quelque chose qui n'était normalement pas humain. Et j'ai trouvé ça fascinant de pouvoir comprendre Bacon par rapport à ce qu'il a fait et ce qu'il a peint et non pas par rapport à ce qu'il était. Parce que c'est quelque chose de très différent. Et pour connaître une personne, il y en a qui disent qu'il faut l'écouter chanter, il faut l'écouter jouer, et pour un peintre, il faut regarder sa peinture et tu le connaîtras le mieux possible, peut-être mieux que lui, il se connaît lui-même. Ouais. Merci. Yeah. Ok. Et, et pour toi, qu'est-ce que c'est en fait l'art? Pour moi, l'art, c'est la chose la plus inutile qui existe et la plus indispensable en même temps. C'est-à-dire que, intrinsèquement, l'art ne sert à rien, mais sans art, on est mort. L'art, c'est la noblesse de l'esprit, comme dirait Malraux. Et c'est vraiment quelque chose qui peut élever les gens au-dessus de ce qu'ils sont, par rapport à la création et par rapport à ce qu'ils ressentent. Voilà. Ok, merci. Ouais, c'est chouette ça. Ça me fait penser à une phrase de Churchill où pendant la guerre, il voulait couper les vivres, tu vois, il voulait couper les vivres en fait économiques de la partie. Ouais, c'est ça. Donc toute la partie artistique, culturelle en fait, l'enlever. Et la personne au pouvoir là dit mais alors pourquoi est-ce qu'on se bat si on coupe ça C'est ça. Ouais, super. Et où ça commence pour toi l'art et où ça on peut pas dire où ça finit, mais est-ce que tout est art ou est-ce qu'il y a un moment où quelque chose on peut le nommer art? Pour moi, tout est art, ça dépend comment c'est présenté. Tu, tu as fait tout à l'heure la vaisselle. L'amoncellement de vaisselle propre sur un porte-vaisselle, pour moi, ça peut devenir de l'art. Donc, tout est art, ça dépend comment on le regarde, comment on le ressent et comment c'est présenté. Et en fait, c'est ça qui est très bien, c'est que par rapport à ton environnement, comment tu aménages là où tu vis, tu peux vivre dans l'art du matin au soir. C'est toi qui définis ton art, toi-même. Et ensuite, tu regardes les choses, et plus tu verras de musées, plus tu iras à des expositions ou autres, plus tu verras que lorsque tu te promènes autour de toi, il y a des choses qui peuvent ressembler à une forme d'art. Par exemple, la photo est une forme d'art, et tu peux retrouver ça dans certaines poses, quand tu te balades, dans certains regards, c'est de l'art. Donc, et ça, tu le ressens petit à petit. Plus tu vieillis, plus tu apprécies ça. Et toi, tu sens dans ta vie que tu as des périodes, ou alors que plus tu évolues en fait dans le temps, et plus des choses qui sont pas considérées comme de l'art peuvent vraiment te sauter et te dire waouh, ça c'est vraiment beau, ou ça me procure quelque chose. Oui, oui. Les choses les plus simples d'ailleurs peuvent devenir très très belles. Et par contre, il suffit d'y faire attention et d'y prêter attention. Ce que l'on ne fait pas quand on a 20 ans parce qu'on a d'autres préoccupations ou autres. Et quand on prend le temps, qu'on se pose, qu'on regarde autour de soi, ben, il y a des choses qu'on peut trouver jolies, même qui peuvent être artistiques alors qu'on ne les avait pas vues au premier coup d'œil. Voilà. C'est très simple, c'est très... Par exemple, le reflet d'un immeuble dans une flaque d'eau, par exemple, ou du soleil, ou des choses très très simples peuvent devenir quelque chose de très beau. Et est-ce que par rapport à ce que tu crées, est-ce que toi du coup tu te sens artiste? Et si oui, dans quel moment? Tout à l'heure tu dis que tu faisais de la composition. Enfin, voilà, est-ce que tu te sens artiste en fait? Toute personne qui a envie de faire quelque chose par lui-même est de toute façon un artiste. Un mécanicien qui répare un très beau moteur ou qui répare une très belle voiture, c'est un artiste. Quelqu'un qui crée des plans pour construire une maison est un artiste aussi. Donc l'artiste, c'est la base de la création. Et toute personne qui crée est de toute façon un artiste. Après, ça dépend quelle orientation il veut donner à sa création. Si c'est quelque chose de technique, si c'est philosophique. Mais au départ, pour moi, c'est un artiste.
Ouais. Et, et qu'est-ce que tu... Ça, c'est une question que j'aime beaucoup. C'est quoi le rôle pour toi de l'artiste? Ou d'un artiste ou de... Ouais. Comme je le disais au départ, le rôle d'un artiste, c'est de faire poser des questions à ceux qui regardent son œuvre, à l'interpeller, à le faire rêver et à donner une dimension à sa vie qui est un peu plus large que ce qu'il pourrait avoir tous les jours. Quand tu écoutes une musique, une symphonie, ça te fait rêver normalement, ça te donne des idées, des trucs. Même si tu penses t'endormir parce que la musique est ennuyeuse, le fait même de s'endormir dans une musique ennuyeuse te fait rêver à des choses. Et rien que ça, ben, c'est de l'art quand même. Et pareil pour un tableau, le tableau peut t'emmener très très loin ou pas du tout, mais le fait qu'il t'emmène absolument à rien, c'est aussi une réaction artistique. Et c'est peut-être ça ce que l'artiste voulait, c'est que tu n'aies aucune réaction. Donc tout est art, oui, je confirme. Ok. Ouais. Yeah. Ouais, par rapport à quelques artistes dont tu as parlé tout à l'heure, qui t'ont plus touché que d'autres, est-ce que tu arriverais à identifier en fait ce qui te touche plus que les autres en fait? Ça dépend en fait l'humeur du moment ou l'humeur du jour. Il y a des artistes, comme la musique par exemple, tu as des artistes où quand tu as une période euphorique ou quand tu es bien, tu regardes l'œuvre d'art d'une manière différente que lorsque tu es mal ou pas mal. Et l'avantage quand tu as un artiste qui te plaît, c'est qu'à chaque moment de ton état d'esprit, triste, gai, énervé, calme, tu trouves toujours quelque chose d'un réconfort dans ce que tu regardes de cet artiste. Et c'est comme ça que j'ai ma préférence. Ok. Voilà. Et, et est-ce que t'as des artistes dont tu vas contempler les œuvres ou regarder à des fins un peu thérapeutiques, quoi, où à un moment tu te dis ah là je me sens un peu moyen, j'ai envie de regarder ça, quoi. Est-ce que t'as des relations comme ça avec certaines œuvres ou avec certains artistes? Alors, pas avec des œuvres, pas avec des peintures. Je les ai de temps en temps avec certaines photos qui me, qui me chamboulent un peu, mais surtout avec la musique. Et là, la musique, c'est quelque chose qui te prend au niveau des sentiments et qui traduit ton état d'humeur du moment. Donc, et c'est pas parce que je suis triste que je vais mettre une musique triste, peut-être au contraire différent, mais c'est ce qui me touche le plus lorsque je dois traduire mes humeurs. C'est la musique. Ouais, ouais. Et comme j'ai la chance aussi de jouer, eh ben je joue lorsque j'ai besoin de canaliser mes humeurs. Ouais. Voilà. Merci. Et dans ces cas-là, quand tu vas voir une peinture, c'est quoi ton intention derrière? Est-ce que des fois tu vas pour te dire ok, je vais découvrir, ou est-ce que voilà, est-ce que t'as une intention particulière quand tu vas consulter une œuvre picturale? Alors d'abord, lorsque je vais voir une expo d'une peinture, c'est que déjà je connais la peinture ou la peinture m'interpelle. Donc j'ai envie d'en savoir plus sur la peinture et surtout après sur le peintre. Et comme je le disais, c'est vrai que pour connaître le peintre, il faut vraiment voir ses peintures et son évolution. Parce que généralement, on va dans des expositions pour voir des rétrospectives, et c'est très bien de voir l'évolution d'un peintre dans sa vie. Donc en fait, c'est la peinture qui m'attrait au premier plan, et deuxièmement, c'est la curiosité du peintre. Ouais. Ouais, vraiment une curiosité un peu biographique, quoi. C'est ça, aussi. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir des œuvres, de te dire waouh, la personne a l'air d'être dans une telle grande joie toute sa vie, et en fait de découvrir la biographie, et qu'en fait c'était une personne très triste, ou inversement, quoi? Oui, ça m'est arrivé pour la photo et pour la peinture. Euh, pour la photo, c'était d'un artiste japonais qui s'appelait Araki, qui est un grand photographe, très très grand, qui fait des photos très jolies, très sexuelles, très hard même.
Et j'ai eu la chance de le rencontrer personnellement, et il est complètement différent de ce qu'il fait au niveau de ses photos, et c'est très rigolo, et j'ai apprécié beaucoup. Un autre artiste Quelque chose, c'est chez le japonais, quelque chose d'un peu pudique, ce que tu as senti ou c'était la différence? En fait, il a deux facettes, et c'est ça qui était très bien. Il a une facette extravagante, extravertie, et une autre sublime qui est d'une sensibilité extrême, que l'on ne peut même pas imaginer lorsqu'on voit ses œuvres. Sauf une série qu'il a fait de fleurs, qui représentent des sexes féminins. Il a fait toute une série de ces fleurs, et c'est sublime. Voilà. Merci. Et la seconde, du coup? Alors la seconde, c'est un peintre suisse qui était résident à Rome, à la Villa Médicis, qui est très très connu, qui a fait des portraits sublimes de femmes et de jeunes filles, et qui en fait était un très gros pervers. Et on ne le savait pas, et on l'a su après. Et là, on voit après ces peintures d'une façon vraiment différente, et ça m'a choqué aussi. Donc, voilà, ces deux facettes m'ont un peu dérangé. Et pourtant, pour moi, c'était un très très beau peintre. Ouais, j'imagine que là, il y a quelque chose où le fait vraiment de connaître en fait la biographie de l'artiste influence un peu le regard qu'on porte ensuite sur son œuvre, quoi. C'est ça. Ouais, carrément. Ouais. Et moi, j'avais aussi de la curiosité pour que tu me partages un peu ta vision sur le monde de l'art actuellement. Comment ça fonctionne, et quel sens ça a, et comment toi tu te situes dans ça, quoi, genre dans ça. Ouais. Le monde de l'art, en fait, aujourd'hui, est divisé en deux. Il y a l'art de l'exposition et en fait la politique de l'art d'œuvres d'artistes qui sont morts. Et donc, les marchands continuent à les mettre en valeur, à faire des expositions. Et donc, ça devient de la gestion d'art qui a été faite depuis des centaines et des centaines d'années. Et à côté de ça, on a l'art contemporain. La promotion de jeunes artistes qui sont parrainés par des galeries, dont le but, même avant l'idée d'art tout de suite, est de gagner de l'argent. Mais pas de gagner de l'argent après que l'artiste soit mort, c'est de gagner de l'argent tout de suite. Donc on fait une promotion d'artistes comme on peut promouvoir d'autres produits industriels, et ça donne des choses qui sont assez rigolotes, pas très approfondies au niveau artistique, mais bon, ça devient du gros business. Et ce qui est embêtant, c'est que la plupart des gens qui apprécient ces œuvres d'art sont des gens qui n'ont pas eu une grande éducation artistique depuis le début, et c'est ce qui manque dans les écoles. Et on se retrouve avec des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, qui achètent un peu n'importe quoi, et sans le savoir, ce sont les mêmes qui font augmenter des cotes sans le savoir, ou peut-être en le sachant, et dans ces cas-là, c'est de la bourse, mais c'est plus de l'art, parce que l'artiste est relégué en second plan. Son œuvre est juste un moyen de faire de l'argent, et c'est vraiment du business total. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne à une éducation d'esthétique, d'art, de faire des fondamentaux, et que des artistes ne se croient pas artistes parce qu'ils ont lancé 4 taches de peinture sur un tableau. Ça, c'est pas de l'art. Pour qu'il y ait un art, il faut que l'artiste y mette son cœur, même sa vie. Il faut qu'il y ait un effort, il faut qu'on voit que le type vit pour ce qu'il fait, et non pas il le fait pour vivre. Et ça, c'est le gros problème d'aujourd'hui pour les artistes vivants. Mais il y en a encore des très très bons, heureusement. Voilà. Merci.
Et est-ce que tu crois à quelque chose de, comment dire, un peu comme si l'art avait un côté un peu universel, qui ferait que quelque chose qui pourrait vraiment être élevé en fait au rang de vraiment de l'art reconnu par tous, ça serait quelque chose qui toucherait chacun vraiment dans leur sensibilité et pas juste quelque chose où il y a plein de gens qui s'en fichent mais qui sont dans le monde de l'art donc que ça intéresse. Est-ce que tu saisis un peu ma question? Trouver un concept qui puisse réunir la totalité des personnes sur quelque chose qui leur plairait. Ouais, c'est ça. Est-ce que une œuvre d'art à proprement dite, c'est quelque chose qui touche en fait un grand nombre, quoi. Le, Au départ, ce n'est pas le but de l'artiste. Il aimerait bien que beaucoup de gens aiment son art, mais il sait très bien que ça sera juste une petite partie. Après, c'est la promotion qui fait que les gens aiment. Si Picasso ou Modigliani est connu, c'est parce qu'il y a eu des galeristes derrière qui ont fait énormément d'expositions dans le monde entier pour promouvoir ces artistes et que les gens très riches les ont achetés après, ils les ont re-exposés et autres. Mais s'il n'y a pas tout ce travail de présentation, d'exposition et de promotion, on ne peut pas. Et il faut aussi que ça plaise aux gens. Mais c'est une alchimie. C'est une alchimie, on ne peut pas savoir avant si ça pourra. On peut le savoir parce que quand l'artiste est vraiment très très bon. Mais c'est une alchimie et on ne peut pas décréter l'unanimité d'une œuvre par une majorité de gens. Il faut que ça soit... il faut porter la bonne parole. Et c'est au rôle des galeristes de le faire. Ouais, c'est vrai que j'avais pas trop pensé ou vu vraiment le côté un peu galeriste comme vraiment ouais Ils ont un rôle indispensable. ouais c'est ça ouais de promotion quoi en fait de promotion quoi comme un éditeur comme Universal en fait pour un artiste musicien quoi, Comme pour un film. c'est ça, ou comme pour un film. Et ouais, ok. Et qu'est-ce que tout à l'heure t'as dit quand on le sait quand un artiste est vraiment bon, qu'est-ce qui fait selon toi qu'un artiste est bon? Comment on le repère? Comment est-ce que... D'abord, la première chose, c'est qu'il faut que cet artiste fasse quelque chose que les autres artistes n'ont jamais fait. Bon, beaucoup d'artistes peignent comme ou à... Ce sont des suiveurs, comme on dit. Même, ça existait depuis longtemps, il y a des suiveurs de Caravage, il y a des suiveurs de... Il y avait des... Voilà. Un bon artiste, il doit avoir son propre style, il doit avoir son propre univers, il ne doit ressembler à aucun autre. Ce qui est de plus en plus difficile. Mais là, quand on voit quelque chose qui sort de l'ordinaire et qu'on sent que l'artiste s'est approprié sa toile avec son univers et sa personnalité, déjà au départ, c'est bien lancé. Yeah. Mais pas qu'il peigne à la façon de. À Ouais. partir de là, c'est foutu, c'est mort. Ouais, c'est comme s'il y a quelque chose où ça part vraiment de l'intérieur de lui-même, quoi. C'est ça. Et ça va rayonner sur le monde, quoi. Voilà. Ouais. Pas quelque chose où il récupère une information qui transforme et qui... Où on peut. Réadapte. Ça ressemble à ou ça ressemble Ouais, à. Ça, ouais. c'est la pire critique qu'on peut faire d'un artiste. Ouais, Faut pas qu'il ressemble à un autre artiste. ouais, Qu'il ok. ressemble à lui-même, c'est tout. Ok. Et est-ce que dans cette manière actuellement de gérer l'art, quoi, l'art ancien et l'art des artistes nouveaux, quoi, est-ce que tu saurais dire c'est quoi les trucs merveilleux de ce fonctionnement et c'est quoi les trucs qui pourraient être améliorés et si oui, comment? Le peu fonctionnement sur par cette rapport à question. quoi? Par rapport au fonctionnement De la promotion d'un artiste de la ou- promotion d'un artiste, de la vente d'œuvres, je sais pas, enfin du fonctionnement économique de l'art actuellement. Et ou des expositions, des écoles d'art, enfin plus vaste si tu le sens quoi. Alors d'abord, les expositions c'est la base pour connaître de nouveaux artistes, et il y en a plein. Après, il faut que les organisateurs choisissent bien leurs galeries et leurs artistes. Ensuite, j'aime bien les promotions d'artistes lorsque c'est intégré dans une autre forme d'art. Par exemple,
J'ai vu dans des films, dans des séries télévisées, au niveau des décors qui sont faits, des très beaux tableaux qui ont été faits par des artistes connus ou pas. Et on met ces tableaux dans une fonction qu'on ne les voyait pas dans une exposition, c'est-à-dire dans une autre œuvre, dans un film. Et on se dit, ah, il est bien ce tableau ce concept. Et là, c'est pas mal parce que beaucoup de films américains ont réussi à mettre des œuvres d'art. Il y a même des metteurs en scène qui sont spécialistes là-dessus et qui mettent en valeur ces tableaux dans leurs films. Et c'est très très bien. Ok. Pour moi, c'est un très beau concept. Ouais, c'est clair. Merci. Ouais. Et est-ce que par rapport à ton métier, t'aurais de marchand d'art, t'aurais une anecdote un peu rigolote à me partager? Oui, j'en ai une. C'était au Japon en 99. J'ai un Japonais qui voulait vendre un tableau de Fernand Léger. Et ce Japonais était un Oyabun. Oyabun, c'est un patron de la mafia japonaise. Et donc, on m'a fait rentrer chez lui. Et il m'a fait voir, et c'était derrière son bureau, et il m'a fait voir le tableau. Et je regarde le tableau, c'était un très beau tableau. Et je regarde, et il y avait quelques trous dans le tableau. Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est des balles. Bon. C'est embêtant. Il dit, oui, mais la personne qui l'a fait n'existe plus. Je lui dis, bah, c'est heureusement, parce que s'il continue à casser des tableaux comme ça, c'est pas bien. Alors, il a rigolé, il a dit qu'il m'aimait bien, et il voulait que je lui achète. Et je lui ai dit, oui, mais je peux pas l'acheter comme ça, il faudrait restaurer le tableau. Il me dit, je suis pas restaurateur, il faut le prendre dans l'état. Et je lui ai dit, ça sera un peu difficile, parce que je repars le lendemain à Paris, et c'est resté là. Mais j'avais une petite appréhension quand même, parce qu'il n'était pas facile. Il y avait beaucoup de revolvers sur sa table. Oh. Et c'était vraiment, comme on peut imaginer dans les films, le daron, Yakuza, wow. le daron Yakuza par excellence. Donc, je suis parvenu, mais c'était très drôle de voir ce tableau, qui était un tableau vraiment très beau, chez un Yakuza de première génération à Tokyo, dans un sous-sol, dans un bureau en sous-sol. Voilà, c'était vraiment comme un film. Et du coup, t'as dit, bon non, là, il y a des trous dedans, donc je le prendrai pas si vous le faites pas restaurer, quoi. Ouais. Et le mec t'a regardé, il a dit d'accord, quoi. Mais il m'a dit, je suis pas restaurateur. Ok. Genre, il faut que tu l'achètes toi-même. T'avais pas un peu les boules à ce moment-là, quand même? Bah, je suis resté poli. Okay. Et heureusement que j'avais une traductrice à côté qui le connaissait, donc ça s'est calmé. Plutôt bien passé, quoi. Voilà. J'aurais été juste un étranger, je pense que ça serait pas très bien passé. Oui. Wow, ok. Merci. Ici, peut-être une dernière question. Quel conseil t'aurais envie d'offrir pour un artiste, voilà, qui débute, quoi, pour se donner les moyens de vivre de son art de manière juste? Alors, il faut qu'il se mette dans la tête qu'il ne peut pas faire les deux. Il ne peut pas créer et vendre, parce que ça le perturbera. Il faut qu'il se consacre à la création, à son art, mais par contre qu'il trouve quelqu'un de confiance qui puisse être son compère pour promouvoir ce qu'il fait, pour les ventes et autres. Un peu comme Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Yves Saint-Laurent était le créateur, Pierre Berger était l'entrepreneur. Pour un artiste, c'est pareil. Il doit être le créateur, il doit trouver son alter ego en tant qu'entrepreneur. S'il trouve ça, s'il trouve la bonne alchimie, pareil, Basquiat avait trouvé Warhol pour le faire.
Picasso avait trouvé Candelaire pour le faire aussi. Il faut une association entre le peintre et l'entrepreneur. Si on n'a pas cette association, il y en aura toujours un qui... Le peintre ne peut pas être entrepreneur, c'est très rare. Ouais, ça me paraît, ouais. Voilà. Ouais. Et... Ok, ouais. Et comment toi comment on fait pour trouver un bon compère pour ça? Et quels seraient les points de clarté à mettre dès le début, quoi? Comment ça se passe, quoi? D'abord, il faut bouger, il faut voyager, il faut voir du monde, il faut voir le plus de monde possible. Il faut faire les salons, il faut faire des galeries, il faut voir des galeristes, discuter avec eux, voir comment ils sont, quel est leur sentiment vis-à-vis des jeunes artistes. Et un jour, peut-être, il y aura un feeling qui passera entre l'artiste et le galeriste. Et là, dans ces cas-là, il faudra vraiment faudra y aller. Mais c'est pas évident. Il y a la chance qui joue beaucoup. Mais il faut faire... faut amener la chance à soi en essayant de voir le plus de monde possible. Il faut voir du monde. C'est un métier où on est obligé de voir du monde. C'est indispensable. Yeah. Je te remercie du fond du cœur, Pascal. Mais de rien. Est-ce que t'as envie de dire un petit dernier mot avant qu'on se quitte là? Bah écoute, je te remercie de ce petit interview. J'espère que ça t'a plu aussi. Et bah écoute, non, je dirais juste que la force soit avec toi et que je te souhaite longue vie et prospérité. Merci du fond du cœur.